Parcoursup, c'est la plateforme nationale d'accès à l'enseignement supérieur en France. Donc, avant de vous parler de Parcoursup, je vais vous présenter un petit peu le contexte. Donc, en France, il faut savoir que l'enseignement supérieur se divise entre des formations sélectives, donc les grandes écoles, les IUT ou encore les classes préparatoires aux grandes écoles, et des formations dites non sélectives. C'est notamment le cas des cursus universitaires. En fait, en raison de la pression démographique, certaines formations non sélectives elles ont connu une problématique majeure, qui est qu'elles recevaient des candidatures, un nombre de candidatures beaucoup plus important que le nombre de places qu'elles proposaient. Donc, on parlait de filières en tension. Ça a été le cas du droit ou encore de la médecine. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Pour faire face à cette pression démographique, le gouvernement a eu recours au tirage au sort pour départager les candidats. Et en fait, ce recours au tirage au sort, il a entraîné un certain nombre de polémiques, ce qui a poussé le gouvernement à réformer complètement l'ensemble de la procédure d'affectation dans ces formations à compter de la rentrée 2018. Ils ont pu le faire à travers la loi relative à l'orientation et à la réussite des étudiants du 8 mars 2018. Il faut savoir que plus de 800 000 candidats étaient concernés. Donc, Parcoursup, c'est avant tout une procédure de préinscription obligatoire. Donc, parmi ces candidats, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve les élèves de l'enseignement secondaire, les apprentis et les étudiants qui changent d'orientation. Donc, comment ça marche ? Tout simplement, les établissements publient les attendus de leur filière. Dans un deuxième temps, les candidats se préinscrivent et formulent des vœux parmi plus de 14 000 formations. Ensuite, les établissements proposent ou non l'inscription au regard de la cohérence entre le profil des candidats et les caractéristiques de la formation qu'ils ont sélectionnée. Et pour cela, les candidats sont classés par ordre de mérite. Ce qui nous intéresse ici, c'est que l'ensemble fonctionne au moyen d'algorithmes. En fait, on a un algorithme national qui vient fixer les critères généraux de chaque formation universitaire. Par exemple, pour faire du droit, il faut que vous ayez suivi certaines matières spécifiques. Et en fait, le contenu de cet algorithme a été publié par le ministère de l'Enseignement supérieur. Mais on a également des algorithmes dits locaux. C'est des algorithmes qui sont utilisés par chaque établissement dans la procédure de sélection des candidats. Et ces algorithmes, ils sont restés secrets. Et c'est ce qui a donné lieu à l'affaire Parcoursup. Le défenseur des droits, c'est l'autorité administrative indépendante en France qui est compétente pour lutter contre la discrimination sous toutes ses formes. Parcoursup, on l'a vu, organise l'accès aux services publics de l'enseignement supérieur. Aussi, le défenseur des droits s'est rapidement soucié du respect du principe d'égalité entre les usagers. L'institution, elle a été amenée à se prononcer sur la procédure Parcoursup à plusieurs reprises. Dans une première décision en décembre 2018, le défenseur des droits s'est autosaisi de la question de la prise en compte des étudiants en situation de handicap et a recommandé au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation de prendre les mesures appropriées afin de garantir à ces candidats un accès sans discrimination et sur la base de l'égalité avec les autres à l'enseignement supérieur. Et notamment le fait de prendre en compte les parcours atypiques, de prévoir un accompagnement spécifique pour ces candidats. Puis, le défenseur des droits a été saisi de plusieurs réclamations par des élus, par un collectif d'associations et par des syndicats étudiants. Ces réclamations, elles portaient tout d'abord sur l'absence de transparence de la procédure d'affectation dans les établissements d'enseignement supérieur, et notamment au niveau des établissements eux-mêmes, concernant les procédures et les critères précis de classement des candidatures par les commissions d'examen des vœux. Je vous ai expliqué qu'il y avait deux types d'algorithmes, l'algorithme national de Parcoursup qui fixait les critères généraux et les algorithmes locaux. Ici, il s'agit bien des algorithmes locaux. Ensuite, sur le caractère potentiellement discriminatoire de certains critères qui pouvaient être utilisés par ces établissements dans le cadre de ces algorithmes. Parce que certains critères utilisés pour affecter les candidats dans les formations, et en particulier le recours aux critères du lycée d'origine, pouvaient poser un risque discriminatoire au sens de ces réclamations. Donc, suite à ces réclamations, le défenseur des droits, il a émis un certain nombre de recommandations dans une deuxième décision Parcoursup du 18 janvier 2019. Le défenseur des droits a notamment invité le ministre à prendre les mesures nécessaires afin de rendre publiques toutes les informations relatives au traitement, y compris algorithmiques, et à l'évaluation des dossiers des candidats par les commissions locales des établissements d'enseignement supérieur en amont de leur processus d'affectation. Donc l'idée ici, c'était vraiment d'assurer la transparence de la procédure en permettant aux candidats d'effectuer leur choix en toute connaissance de cause. Alors, le défenseur des droits, dans ses décisions relatives au système Parcoursup, il a souligné deux risques principaux. Ces risques ont tous deux trait à l'égalité d'accès des candidats aux services publics de l'enseignement supérieur.
C'est d'abord le risque d'une mauvaise prise en compte des candidats en situation de handicap, et c'est ensuite le risque de discrimination à travers l'utilisation du critère du lycée d'origine dans la sélection des candidats. Donc, concernant les candidats en situation de handicap, tout d'abord, il s'agit de respecter le principe d'égalité. Et pour respecter ce principe, en fait, on n'a pas d'interdiction d'opérer un certain nombre de différences de traitement lorsque ces différences sont fondées de façon proportionnée sur des différences de situation objectives ou sur un motif d'intérêt général pertinent. Donc, le défenseur des droits, dans sa décision, a souligné qu'il fallait tenir compte des parcours atypiques et des besoins spécifiques des candidats en situation de handicap afin de garantir à ces candidats un accès sans discrimination et sur la base de l'égalité avec les autres à l'enseignement supérieur. À l'heure de la dématérialisation des services publics, en fait, il est important de toujours garder en tête la protection des plus vulnérables. Ce n'est pas parce qu'une solution peut profiter au plus grand nombre qu'elle va, de façon évidente, permettre à chacun de s'insérer dans la société. L'autre risque qui a été souligné par le défenseur des droits, c'est le risque du recours aux critères du lycée d'origine. Donc, l'un des problèmes qui a été souligné par le défenseur dans ses décisions de Parcoursup, c'était évidemment le manque de transparence de la procédure et en particulier des algorithmes locaux utilisés par les comités pédagogiques et du poids donné à ce critère dans la sélection. En fait, départager les candidats en favorisant certains candidats ou en défavorisant d'autres en fonction du lieu dans lequel l'établissement est situé, ça peut être assimilé à une pratique discriminatoire si cela aboutit à exclure des candidats sur ce fondement. Donc, ce sont les deux risques majeurs que le défenseur des droits a soulignés dans ses décisions. Donc, la mauvaise prise en compte des candidats en situation de handicap et le risque discriminatoire du recours aux critères du lycée d'origine. Alors en France, lorsqu'une administration a recours à des traitements algorithmiques, elle doit respecter certaines obligations de transparence qui dépassent les niveaux d'exigence du secteur privé. Ces obligations permettent aux personnes concernées de comprendre la manière dont une décision a été rendue et elles facilitent l'exercice de leurs droits. Par exemple, les administrations ont pour obligation de mentionner explicitement lorsqu'elles prennent des décisions administratives individuelles sur le fondement d'un traitement algorithmique. Donc, lorsque vous faites l'objet de ce type de décision en tant qu'administré, vous êtes aussi en droit d'obtenir la communication sous une forme intelligible de certaines informations, comme le degré et le mode de contribution du traitement algorithmique à la prise de décision, les données traitées et leurs sources, les paramètres de traitement et leurs pondérations appliquées à votre situation, ou encore les opérations effectuées par le traitement. La limite importante à ce droit de communication, c'est que ces éléments ils peuvent uniquement être communiqués si la communication ne porte pas atteinte à des secrets protégés par la loi. Dans le cadre de Parcoursup, la loi relative à l'orientation et à la réussite des étudiants de 2018 prévoit que des dispositions spécifiques pour protéger le secret des délibérations des jurys. Et en fait, c'est sur cette base que la communication de ces éléments a pu être limitée. Bien, dans sa décision constitutionnelle du 3 avril 2020, le Conseil constitutionnel a validé le dispositif Parcoursup et s'est concentré exclusivement sur la transparence de la procédure. En fait, le Conseil a considéré que la restriction de l'accès aux documents administratifs précisant les critères et modalités de sélection des candidats par les commissions pédagogiques est protégée par le secret des délibérations. Il a justifié sa décision par la nécessité d'assurer l'indépendance des équipes pédagogiques et l'autorité de leurs décisions. En revanche, le Conseil constitutionnel a émis une réserve d'interprétation. Désormais, une fois la procédure nationale de préinscription terminée, chaque établissement d'enseignement supérieur devra publier, donc par exemple sous forme de rapport, les critères en fonction desquels les candidatures ont été examinées, en précisant dans quelle mesure des traitements algorithmiques ont pu être utilisés. Il est encore trop tôt aujourd'hui pour juger des effets concrets de cette décision. Alors, l'un des problèmes de la procédure Parcoursup que le défenseur des droits a souligné et qu'on vient d'évoquer, c'est le recours au critère du lycée d'origine. Comme l'a rappelé le défenseur des droits, si ce critère est utilisé pour départager les candidats en favorisant certains ou en défavorisant d'autres en fonction du lieu géographique dans lequel l'établissement est situé, eh bien, la pratique peut être assimilée à une pratique discriminatoire si elle aboutit à exclure des candidats sur ce fondement. Les décisions du défenseur des droits et la décision constitutionnelle du Conseil constitutionnel ont permis d'obtenir une plus grande transparence quant aux critères de sélection des candidats. L'introduction récente de l'obligation faite aux établissements de publier un rapport annuel recensant les critères ayant été mobilisés pour sélectionner les candidats permettra d'apprécier le poids donné à ce critère. Mais malheureusement, c'est un peu tôt pour juger de l'effectivité de cette disposition puisque cette année est si particulière, en particulier à cause de la crise liée au coronavirus. Bien, la procédure Parcoursup, elle est toujours d'actualité et les recommandations du défenseur des droits, elles ont été partiellement suivies des faits.
On a d'abord une transparence accrue. Aujourd'hui, on a une obligation renforcée pour les établissements de publier en amont les critères généraux de sélection des candidats utilisés par les commissions d'examen des vœux. En revanche, les candidats peuvent uniquement a posteriori prendre connaissance de la motivation du rejet de leur candidature et des critères utilisés pour classer leur candidature. Sur l'origine géographique des candidats, le ministère a décidé d'anonymiser partiellement les candidatures sur Parcoursup. Le nom, le prénom, l'adresse et l'âge des candidats sont maintenant anonymisés. En revanche, la mention du lycée d'origine figure toujours dans les dossiers de candidature. Ces quelques changements, ils ont permis donc une plus grande transparence de la procédure et les réclamations que le défenseur reçoit au sujet de Parcoursup sont en réalité assez rares aujourd'hui. Il faudra attendre de voir si les effets concrets de la décision du Conseil constitutionnel, et notamment du fait que cette décision date seulement du mois d'avril 2020 et des effets de la crise sanitaire liée au coronavirus, pour voir si d'une année à l'autre, les établissements seront amenés à réviser leur procédure de sélection et voir si une plus grande transparence est effectivement disponible pour les candidats pour qu'ils puissent effectuer leur choix en toute connaissance de cause. Alors, je pense qu'il y a vraiment eu une véritable prise de conscience. Je pense que les sujets d'intelligence artificielle, c'est des sujets qui sont mondiaux, qui sont extrêmement d'actualité, auxquels les Français comme les autres Européens s'intéressent de très près. Le défenseur des droits a entamé des travaux pour sensibiliser le plus grand nombre à ces thématiques. On a notamment publié un rapport qui traite des discriminations induites par les algorithmes. Mais on peut observer aussi que les individus s'emparent des textes qui leur permettent d'agir. Je vous parlais des pouvoirs des obligations de transparence sur l'administration lorsqu'elle déploie des algorithmes publics, mais on a aussi des droits pour les individus, et notamment le droit de l'article 22 du RGPD. On peut observer un certain nombre de plaintes qui sont envoyées à la CNIL, qui sont en augmentation. Donc l'article 22 du RGPD, il permet aux individus de revendiquer leur droit à ne pas être soumis à une décision individuelle automatisée lorsque celle-ci entraîne des conséquences significatives. Mais au sein du gouvernement également, on observe que les initiatives qui traitent d'intelligence artificielle, elles se multiplient et on peut observer une certaine vigilance des acteurs. Ils font appel à des spécialistes pour s'assurer que les technologies n'auront pas d'effet négatif une fois déployées, comme par exemple les intervenants de la mission Etalab. Donc globalement, en fait, le constat, c'est que le public attend davantage de transparence dans les utilisations de l'IA, secteur public et privé confondus. Alors, pour s'informer, les administrés ils peuvent tout simplement consulter les travaux qui sont accessibles librement, les travaux du défenseur des droits sur le sujet. En juin dernier, par exemple, on publiait un rapport Algorithmes et discrimination, mais il y a aussi des guides qui sont publiés par d'autres autorités administratives indépendantes, comme la CNIL, l'autorité de protection des données. Après, s'agissant des utilisations d'intelligence artificielle par l'administration, de toute façon, l'administration a une obligation de mentionner explicitement le recours à des traitements algorithmiques. Pour une vision générale, on a certaines initiatives qui commencent à voir le jour. Récemment, par exemple, la métropole de Nantes a publié un registre en accès libre qui liste tous les algorithmes qu'elle utilise. Et enfin, pour remettre en question ces systèmes, en fait, les administrés peuvent tout simplement exercer leurs droits. C'est les droits qui sont contenus dans le RGPD, je pense notamment à l'article 15 et à l'article 22, ou les droits contenus dans le Code des relations entre le public et l'administration. Ça passe par des demandes d'accès aux données personnelles qui sont traitées par un système particulier, ou bien par la communication de la logique sous-jacente des algorithmes lorsqu'une prise de décision individuelle automatisée entraîne des conséquences significatives pour les administrés. Toujours est-il que dans le cadre public, l'administré visé par une décision administrative automatisée peut réclamer la communication de certains éléments. C'est notamment le degré et le mode de contribution du traitement algorithmique à la prise de décision, les données traitées et leurs sources, les paramètres de traitement et leur pondération appliquées à sa situation, ou encore les opérations effectuées par traitement. Mais surtout, en fait, les administrés, lorsqu'ils font face à des discriminations, que ce soit des discriminations induites par des algorithmes ou des discriminations en général, ils peuvent librement et gratuitement saisir le défenseur des droits. C'est facile, il suffit de se connecter au site du défenseur des droits, il y a un formulaire qu'il faut remplir et ensuite les plaintes sont traitées. Ils peuvent enfin déposer une plainte devant la CNIL lorsqu'ils estiment que leur droit au respect de la vie privée a été violé. Voilà.